Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Trump, oui, mais pas forcément l'homme politique, mais plutôt de la crypto. On va aller faire un tour dans les nouvelles institutionnelles qui sont plutôt positives, vous allez le voir. Et ensuite, on va aller regarder vraiment ce qui est en train de se passer au niveau de BTC, parce qu'on est en train de regagner un range très important, mais en même temps, on est à la limite qui pourrait dire justement tout l'inverse. Je vous explique les deux scénarios et comment savoir ce qui va se jouer dans les semaines qui arrivent. On commence avec Trump. Trump, avec cette annonce, le Trump Diner, qui est globalement un repas avec Trump sur les détenteurs du même coin Trump. Alors, très intéressant, cette idée générale, surtout le timing qui a été effectué. C'est au moment où tout le monde était en train de shorter Trump, parce qu'il y avait la libération des tokens qui allait arriver. Forcément, libération des tokens égale chute de prix, égale shorter, égale annonce pour manipuler le prix, pour éclater tous les shorters et faire pumper justement Trump. Ben voilà ce qui s'est passé tout simplement, avec juste une annonce, un petit dîner tranquillement, et voilà, on est reparti pour plus belle, et globalement les personnes peuvent dumper tranquillement sur les nouveaux acheteurs qui veulent tout simplement participer au Trump Dinner. Si jamais vous aviez un doute sur le fait que le marché était manipulé, je pense que vous avez encore une fois une preuve ici. Bon, dans les autres choses, et notamment les parties macroéconomiques, nous avons Bessent, qui est toujours le secrétaire au Trésor, et qui prend beaucoup de place en ce moment dans la communication de la Maison Blanche, et surtout, je pense, dans les directives qui sont effectuées. Il explique que la Chine doit vraiment changer, doit modifier sa façon de fonctionner, et tout le monde sait que c'est le cas, et c'est une réalité. La Chine était historiquement l'usine du monde, maintenant ce n'est plus le cas, la modernisation en Chine arrive à un niveau tel où à un moment donné il faut une restructuration, ça c'est sûr et certain. Par contre, est-ce que ça doit passer par ce qu'est en train de faire les USA ? Non, je ne pense pas, mais il faut bien comprendre que là on a le narratif qui est en train de changer au niveau de Trump, au niveau des USA et au niveau de la relation Chine-USA. Oui, on est d'accord, il faut changer, ça va prendre 2 à 3 ans à peu près, c'est ce qu'il a expliqué, pour se restructurer, pour restructurer un deal avec les USA. Bref, on nous vend de la temporalité, forcément on a eu une petite réaction au niveau du Nasdaq qui était une respiration, on va le voir dans quelques instants. Mais en attendant, on va parler crypto, parce qu'on a quand même le Zora Coin qui fait beaucoup parler de lui, pas forcément en bien, qui était un airdrop, qui a été surévalué, globalement une sortie à 600 millions de dollars, la réalité c'est qu'il a été listé à 200 millions de dollars, avec des difficultés pour récupérer les airdrops. Bref, en gros, c'est devenu le nouveau tollé autour du fait que le projet Zora tient réellement la route ou pas, et c'est une réalité. Beaucoup de projets qui ont levé de l'argent entre 2020 et globalement 2023 ont eu des sorties de valorisation inférieures quand ils sont sortis fin 2024, voire 2025. C'est important de le comprendre, et ça vient aussi du fait que il y a eu une mode d'hypervalorisation au niveau des ICO, donc des levées de fonds qui sont effectuées avant que les projets se lancent, et on se rend compte que ces hypervalorisations finissent souvent au tapis, et c'est pour ça, ici, que beaucoup de projets dévalorisent leur lancement. Ça sous-entend aussi que les personnes qui ont investi en ICO sont souvent dévalorisées de ce côté-là, et sont souvent en perte dès le lancement, et ça arrive sur de nombreux projets, et ça explique peut-être aussi pourquoi l'airdrop a été aussi chaotique. Par contre, dans les bonnes nouvelles, nous avons ImmutableX, qui est un protocole spécialisé dans la notion de gamification et de tokenisation dans la gamification, qui est un des gros acteurs avec son token IMX, qui fait un partenariat avec Ubisoft pour lancer le prochain jeu Might and Magic Fate, et qui sera on-chain directement. On parle de plus de 130 millions de joueurs mondiaux qui seront certainement exposés à ça. Encore une fois, attention, il faut dissocier deux choses. Un, le fait qu'ils sont exposés à la crypto, oui, mais en fait non. On prend en considération déjà ce qui s'est passé dans le gaming avec des gros jeux. Quand il y a ici de la blockchain qui est intégrée, la personne ne voit pas la crypto, n'utilise pas la crypto, et utilise son jeu habituellement. C'est juste que l'interface, la structure derrière est une blockchain, donc c'est bien, mais en l'occurrence ce n'est pas un acte vraiment de démocratisation pure et dure sur l'utilisation de la crypto. Ensuite, la très bonne nouvelle pour moi, c'est vraiment encore des nouvelles que l'on a sur les fonds souverains qui ont vraiment acheté beaucoup de BTC, notamment sur avril, sur début avril. On commence à avoir des stats sur les accumulations qui sont en train d'être effectuées, et notamment les interactions qui a eu lieu entre les fonds souverains et les différents acteurs. On a eu Binance qui nous a divulgué qu'il y avait beaucoup de fonds souverains et beaucoup de pays qui commençaient à venir toquer à leur porte pour savoir comment constituer une réserve, et là, c'est exactement ce que l'on est en train de voir. On a un véritable shift
qui est en train de se faire, et ça, c'est positif. Ça, c'est positif pas pour aujourd'hui, mais sur le long run, sur long terme, et principalement sur BTC. Et je pense qu'il faut prendre en considération qu'il n'y a pas que ça. Et oui, parce qu'on refait encore une journée à 917 millions de dollars, qui sont rentrés directement dans les ETF spot BTC. On voit bien le redépart qui a lieu dans la petite bougie ici. Alors je peux pas zoomer malheureusement, mais on voit bien la réaccélération juste en 2 jours. On a quasiment injecté 1 milliard 800 millions de dollars sur BTC à travers les ETF. On a ravalé quasiment un tiers de la chute qu'on a connue en plusieurs semaines. Donc c'est pour montrer à quel point ça peut réagir fortement et surtout à quel point on peut avoir un intérêt qui revient, surtout quand on a une peur systémique du dollar ou encore une stabilité monétaire. L'autre point à souligner, c'est que le retour des investisseurs institutionnels, parce que des montants comme ça sont des retours institutionnels au niveau de BTC, montre qu'il y a un intérêt. Malheureusement, cet intérêt n'est pas lié au retail du tout. C'est vraiment des institutionnels purs et durs qui sont bien présents. Ça va prendre en considération. Maintenant, au niveau du Nasdaq et du BTC sur l'analyse graphique. Le Nasdaq a eu une journée qui était plutôt positive avec une réaction haussière très forte, mais on n'a pas cassé des niveaux clés. On n'est pas allé chercher ici les 19 278. On a ravalé une partie de la bougie. On commence en négatif. On est toujours dans la zone de retournement potentiel à prendre en considération avec un retour ici dans les alentours des 17 500 points. Voire peut-être plus bas, donc il va falloir surveiller surtout la réaction de BTC par rapport à tout ça. Et si vous voulez aller plus loin dans la réflexion de ce qui se passe sur la crypto-monnaie, sur la macroéconomie, je vous invite à rejoindre la communauté privée gratuite. En vous inscrivant, vous allez avoir accès à la newsletter, dans un premier temps, qui est une fois par semaine, et ensuite, vous avez accès à tout le contenu, ainsi qu'à la plateforme pour pouvoir échanger avec des investisseurs. Vous allez avoir de la formation, de l'information, et je suis même en train de préparer 2 nouvelles vidéos qui vont être ajoutées certainement la semaine prochaine, pour pouvoir progresser tous ensemble. En attendant, on est obligé de se concentrer sur la macroéconomie. Ça donne le momentum, même si on voit quand même un BTC qui tient bien, même dans le retracement qu'on a vécu au niveau du Nasdaq. BTC est toujours au-dessus des 90 000, niveau très important. Retenez-le, on va en parler un petit peu après. La bougie weekly est très importante, la clôture weekly va être essentielle sur cette semaine. Idéalement, il faudrait clôturer au-dessus des 94 000 pour être vraiment très très bullish. En attendant, tant qu'on tient des niveaux au-dessus des 90 000, ça reste très fort. Il va falloir surveiller de près. Court terme, on voit un début de journée qui est un petit peu plus compliqué. La journée d'hier était plus une forme de respiration. On est allé quand même titiller le top de cette bougie-là, qui est d'ailleurs ici la dernière tentative qu'on avait eue de manipulation avec Trump sur un tweet, où on avait réintégré directement le range de top, donc qui est très important ce range-là, il faut le réintégrer. Malheureusement pour moi, on est juste sur la bordure de l'échec, donc on a souvent tendance ici à échouer, donc ça veut dire que si on n'arrive pas à tenir ici les 92 000, on aura certainement un retour très rapide dans les alentours des 90 000, voire 88 500, donc le top de toute cette partie-là, parce que oui, quand on dézoome, on voit qu'on a le gap CME à aller combler, et le prochain vrai support que l'on retrouve est ici dans les alentours des 88 900 sur le CME, on va dire 89 000 de base, avec toute la liquidité qui attend dans cette partie-là. Cette liquidité, on la retrouve là, on voit bien les 90 000, liquidité qui a été construite durant toute la chasse à la liquidité short, on voit bien que toute cette partie-là s'est construite petit à petit, qu'on a accéléré, donc on a un niveau très important à 90 000, et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'on est en train de respirer, on voit de la liquidité qui se construit au-dessus, donc parfait pour aller faire un petit short squeeze pour aller continuer l'accélération haussière, mais le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est ici, il y a 2 choses à retenir. Un, les 100 jours de Trump, le 30 avril, à la fin de ce mois-ci, donc les 100 jours par rapport à l'inauguration et l'investiture de Donald Trump, c'est un moment très important. Ce moment très important, généralement, signe ici une déclaration, ou en tout cas un état des lieux, et je pense qu'on aura certainement une finalité à ce moment-là aussi sur le timing parfait. Deuxième chose à prendre en considération, c'est la notion de range. Je suis en train de me poser la question si oui ou non, on a bien ici, donc ça c'est statué un range dans cette partie-là, et ça fait longtemps que je vous explique qu'on va former certainement un autre range, et je me demande si on n'aurait pas l'autre range qui serait ici, avec ça une déviation, donc c'est-à-dire une prise de liquidité, et que le haut de range serait le bas de range précédent, et donc on aurait ici les hauts de range qui seraient ici, avec juste tout simplement un autre mini-range qui serait dans cette zone-là, qui arrive très fréquemment sur la zone de milieu du range principal. Donc ça sous-entendrait ici qu'on aurait une pression baissière très forte pour aller chercher à minima le milieu de range,
donc qui correspond aux zones qu'on a données tout à l'heure, avant de repartir, soit refaire un retest, soit casser, réintégrer l'autre range, soit tout simplement échouer, et à ce moment-là, aller chercher le bad range, et toujours dans une notion de temporalité beaucoup plus grande. Dans tous les cas, le but n'est pas d'avoir raison, le but n'est pas d'avoir la science infuse et d'être capable de deviner le marché, c'est juste de se dessiner les zones qui sont importantes pour le prix, dans lesquelles on va avoir une réaction, et anticiper les différentes réactions, et surtout, quelle est la façon dans laquelle vous allez vous comporter dans cette réaction-là, parce que c'est toujours le plus important. C'est comment vous allez réagir, que ce soit à la chasse de liquidité, ou que ce soit à la modification du comportement. D'ailleurs, on voit une petite modification de comportement par rapport à ce qu'on a pu connaître sur la dernière fois où on est retourné dans ces zones-là. Cette dernière fois, elle se trouve ici, on voit bien le top qui a été effectué, et quand on regarde l'état du marché à ce moment-là, on avait quelque chose qui était très très bullish, avec beaucoup de longues qui étaient créées, donc beaucoup de leviers, des positions qui étaient très élevées par rapport à maintenant, on voit bien la diminution du leverage, et par contre, on voit à côté l'open interest qui est retourné au même endroit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a toujours autant de leviers qui sont présents, sauf que la structuration est beaucoup moins longue, elle est plutôt short et longue, plutôt équilibrée. On voit le funding rate qui est bien inférieur, quasiment moitié moins par rapport à ce qu'il était à cette époque-là. Ça veut dire qu'on a une structuration plutôt short et longue, ce qui est positif sur le long terme. Ça veut dire que les niveaux de liquidation seront beaucoup moins importants que ce que l'on a connu durant la chute ici de mars, début mars 2025. Donc, ça veut dire que même si on a un retracement, ce sera un retracement qui sera beaucoup plus consolidé. C'est quelque chose qui se voit aussi au niveau des funding rates. Les funding rates, encore une fois, ne sont pas totalement aberrants sur les différentes cryptos, les principales. Donc, on n'a pas trop de levier non plus. On a quelque chose qui est plutôt bien construit. Et ça, c'est avantageux, ça veut dire que lorsque l'on ira faire un retracement, ce sera pas quelque chose qui nous désingrera totalement, à moins qu'on ait bien évidemment une news ou quelque chose de beaucoup plus fort, notamment sur le Nasdaq, qui pourrait nous amener. Mais dans tous les cas, pour l'instant, on va se dire que BTC tient plutôt bien, et quand BTC tient bien et résilient sur le Nasdaq, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on a une chute du Nasdaq, il y a de grandes chances que Bitcoin tienne. Et ça, encore une fois, ça veut dire que on est bien en train de shifter le marché. Et ça correspond aussi à ce que je vous ai montré au début, que ce soit à travers les fonds souverains, que ce soit à travers ici les inflows BTC, mais surtout, ça veut dire qu'il faut être patient. Encore une fois, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il va falloir avoir du temps, le shift est en cours, et quand on a un shift, ça ne veut pas dire qu'on va faire to the moon en une seule direction, ça veut dire qu'on peut avoir des retracements, ça veut dire qu'on peut avoir de la respiration, ça veut dire qu'on peut chuter. Encore une fois, prenez en considération que le timing des institutionnels ne sont pas le même que le vôtre ou que le mien. C'est quelque chose qui est beaucoup plus long terme, et c'est positif, oui, mais ça ne veut pas dire que ça dicte forcément le cours tout de suite, maintenant. Et je terminerai cette quotidienne par vous remercier. Remercier à tous et toutes qui êtes là tous les jours, malgré l'état du cours, malgré ce qui se passe sur les portefeuilles, malgré tout ce qui se passe autour de la macroéconomie, vous êtes là à me soutenir, vous êtes là à mettre des likes, merci infiniment, parce que je suis là tous les jours, mais je suis heureux d'être là pour vous, et ça me fait plaisir de voir que vous êtes contents aussi. On se retrouve tous les matins, donc tout simplement, merci, et je vous souhaite une très bonne journée.